Il y a 4 jours, l'Iran a de nouveau commencé à bombarder Israël et à lancer des drones de combat. On s'attendait à ce qu'Israël traverse 2 semaines d'enfer, mais 4 jours se sont écoulés. Les avions israéliens ont neutralisé de nombreux lanceurs, et les attaques ont diminué et se sont pratiquement arrêtées. Israël contrôle le ciel iranien, ses avions volent sans aucune interférence ni résistance au-dessus de l'Iran, au-dessus de leur capitale, Téhéran et de nombreux autres sites à travers le pays. Et c'est quelque chose que je ne dirais pas que c'était totalement imprévu, mais personne ne s'attendait à un tel succès. Peut-être ceux qui ont planifié cela dans les centres de commandement de l'armée de l'air israélienne, mais pas la plupart d'entre nous, les gens ordinaires. Eh bien, la semaine a déjà été assez passionnante. Nous observons une tendance. La réaction des Iraniens faiblit, tandis que les avions de chasse et ravitailleurs israéliens volent librement sans obstacle dans l'espace aérien iranien. Nous sommes en Israël depuis 4 jours. Ces dernières 24 heures, ils ont à peine pu lancer des roquettes sur Israël. Nous expliquerons pourquoi. En détail, nous avons réussi à réduire considérablement le nombre de leurs lanceurs en maintenant constamment des avions dans le ciel au-dessus de l'Iran. Et chaque fois qu'un lanceur, vous savez, pointe le bout de son nez, il est détruit. 30 drones élites que nous avons réussi à importer en Iran et à installer une petite usine ou atelier de drones dans la République islamique. En plus des avions dans le ciel iranien, les Israéliens ont construit une usine de fabrication de drones directement sur le territoire, donc, de l'État islamique, et ils les lancent sur pratiquement depuis n'importe quel point de l'Iran. Mais je pense qu'il est important que nous partagions cet esprit que les gens ressentent en Israël aujourd'hui et ces émotions, nous exultons. Les gens en Israël sont heureux au-delà de toute attente, ils ressentent un soulagement incroyable ainsi qu'un niveau de fierté incroyable. Hier soir, en direct, nous avons diffusé l'interview que tu avais enregistrée avec mon petit frère. Pour info, Nadav Shoshani et moi partageons nom de famille et parents. C'est pourquoi Haï plaisantait sur notre lien. Mais le fait est que nous étions constamment sur la défensive au niveau des relations publiques, au niveau diplomatique. Nous étions même obligés d'expliquer notre propre besoin d'autodéfense face à un ennemi qui essaie de nous tuer. Mais ces derniers jours, tout a changé à ce niveau et tout le monde, partout dans le monde, regarde cela. Je pense que cela nous ramène à la guerre de 1973, la guerre du Kippour, quand toutes les nations ou le monde arabe se sont soulevés contre nous. Et en quelques jours, l'armée israélienne renverse complètement la situation et devient incroyablement victorieuse contre plusieurs armées. Et nous y voilà de nouveau, les gens regardent cela et partagent des images du monde entier. Les réseaux sociaux arabes regorgent d'images de chasseurs israéliens survolant l'Irak vers l'Iran. Les Iraniens sont assis sur leurs vérandas et sur les toits et vous savez, ils filment les chasseurs israéliens qui passent. Les gens se moquent de leur gouvernement parce qu'il n'a pas pu arrêter les combats menés par Israël. Les avions ne sont pas des drones. Encore une fois, c'est devenu le sujet principal et soudain, le monde entier nous observe, se demandant comment cela a-t-il pu arriver ? Je suis arrivé en Israël juste après la fin de la guerre de Yom Kippour. Cette guerre a eu lieu en 1970, en 1973. Et je me souviens de ce sentiment de fierté pour nous, pour notre pays, pour notre unité, pour le courage de nos gars, et d'ailleurs des filles aussi. Nos héros. Il y avait des gars, disons des ateliers de réparation, qui, avec un seul char endommagé et 2 canons automoteurs, ont arrêté et tenu pendant 4 heures un corps de char syrien. Sur le Golan, tant que ceux qui ont pu ensuite le détruire ne sont pas arrivés, ou que l'officier de la brigade du Golan, avec l'aide de, disons, pas plus de 2 douzaines de soldats, n'a pas permis aux Égyptiens de débarquer à l'arrière de notre offensive. Sur la langue de terre, cela s'appelait Dover-Soura. Dover-Soura, ayant failli faire échouer donc cette armée, cette percée d'Ariel Sharon à la jonction de la 2e et de la 3e armée égyptienne. Je me souviens quand je suis devenu artilleur au tout début. Oui, on nous emmenait sur cette bande de terre entre le canal et ce qu'on appelait le Grand Lac Amer, en face de la ferme chinoise, mais il n'y avait aucune ferme chinoise là-bas. Je ne sais plus vraiment pourquoi on l'appelait ainsi, mais il me semble que nos gars avaient pris des caractères là-bas pour des lettres chinoises. Quelque chose était écrit sur le matériel agricole, alors tout le monde a commencé à appeler ça la ferme chinoise, et c'est resté. Les 2 généraux, Mogen et Sharon, sont devenus nos héros, et Sharon est tout simplement devenu l'incarnation du juif non pleurnichard.
Et tout comme auparavant des légendes se formaient autour de Golda Meir et Moshe Dayan, maintenant des légendes se formaient autour de lui. L'armée de l'air israélienne patrouille dans le ciel juste au-dessus d'Israël, de l'Iran. Bien sûr, et au moment où un lanceur commence à fonctionner quelque part, un missile y est envoyé, parfois même avant le lancement du missile iranien. Le personnel de maintenance a tout simplement peur maintenant de lancer quoi que ce soit, iranien. Il a peur de lancer quoi que ce soit, car il sait que cela signifie que les Israéliens seront là immédiatement, et très probablement, ils seront devancés par la Gestapo iranienne. Comment peut-on l'appeler autrement, n'est-ce pas ? D'ailleurs, avec les combattants venus en renfort du Hezbollah, appelés par la direction iranienne, ce sont des foules sans armes qui sont abattues dans les rues et sur les places. Mais les insurgés ont de plus en plus d'armes entre les mains et ils commencent à tirer sur les forces de répression depuis les fenêtres et les portes des maisons et des bâtiments. Ainsi, ils sont souvent obligés de battre en retraite. Kathy McFarland, ex-adjointe du conseiller à la sécurité nationale de Trump, est assise à côté de moi à New York. Pouvez-vous imaginer les troupes américaines entrant à Téhéran en Iran, capturant Khamenei et l'emmenant hors du pays, comme avec Maduro? Vous parlez toujours de Maduro. Je ne comprends pas. Pourquoi aller voir un prêtre? Je doute que ce soit une bonne idée, mais je pense quand même que le clergé des mollahs sombrera avec le navire. La question sera de surveiller de près en Iran les gardiens de la révolution islamique, c'est-à-dire le corps des gardiens de la révolution islamique. Ils sont en quelque sorte des militaires, mais ils représentent bien plus que de simples militaires. Ils possèdent différentes entreprises et sociétés. C'est une sorte de complexe militaro-industriel. Ils détiennent le véritable pouvoir. Donc, à un moment donné, ils diront « Oh, les mollahs, vous savez, ils vont tomber. Ils ont tellement mal géré l'économie. Le peuple est contre eux. Peut-être qu'ils voudront conserver leur position. Alors peut-être qu'ils soutiendront quelqu'un d'autre. Mais seul le temps nous le dira. » Que faut-il pour que le président Trump dise « Assez, on ne tolérera plus cela ». Donc, il rassemble ses militaires. Demain, il sera informé des options possibles. On lui présentera probablement 3 options. Ils auront en quelque sorte une grande version, une moyenne, une petite, puis de nouveau une grande. C'est sans doute un mouvement militaire. Mon hypothèse est que dans la version moyenne, il s'agira peut-être d'une cyberattaque, d'un blocus de port ou d'une frappe sur des installations pétrolières, voire autre chose. Parmi de nombreuses choses, le système bancaire. La version moyenne est forte. Il y a une note désagréable, ne faites pas ça. C'est une option à la Joe Biden, et je doute que Donald Trump la suivra. Je ne pense pas. Un rapport a été partagé par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Léonard. On affirme que les forces américaines ont employé des armes sonores lors du raid contre Maduro, selon un témoin oculaire américain. Qu'en pensez-vous? Alors, des armes sonores, elles existent depuis longtemps. Vous savez, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas seulement la police qui en possède. À Cuba, par exemple, des armes sonores ont été utilisées contre le personnel des ambassades américaines et canadiennes. Donc, ont-elles été utilisées lors du raid contre Maduro? Je ne sais pas. Mais c'est certainement une idée des gens qui tout à coup tombaient par terre, saignant du nez, saignant des oreilles. C'est un véritable facteur de dissuasion pour quiconque protège les méchants que les Américains n'aiment pas. Je veux dire, si vous êtes à côté de moulahs, personne ne meurt, mais ils sont étourdis et incapables d'agir pendant une courte période. La question, bien sûr, ne concerne pas seulement le Venezuela et l'Iran, mais aussi tous les satellites de la Chine et de la Russie. Eh bien, comme Cuba, auparavant le Panama d'ailleurs, jusqu'à ce que nous en chassions les Chinois, maintenant le Nicaragua et peut-être encore 2 ou 3 pays dans notre région. Ce que Trump appelle l'hémisphère, c'est-à-dire, l'hémisphère occidental, oui, mais le coup principal est porté contre l'Empire du Milieu et la Russie. Au fait, c'est intéressant comment va l'agent Poutine Krasnov. Et en camouflant son travail pour le service fédéral de sécurité, cela veut dire qu'il détruit la Russie, c'est-à-dire qu'il camoufle son activité en détruisant la Russie. Et la meilleure preuve de sa trahison envers la patrie sera la destruction totale et l'effondrement de la Fédération de Russie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Trump a déclaré sur Truth Social que Cuba n'aura plus de pétrole du Venezuela et a conseillé à Cuba de conclure un accord rapidement. Pensez-vous qu'ils vont accepter? Je doute que les dirigeants acceptent un accord. Ce sont des idéologues fanatiques déterminés. La question est de savoir si la future génération de dirigeants cubains cherchera un accord faute d'argent. Dans une semaine, ils ne pourront plus nourrir leur peuple ni avoir d'essence. Il ne leur restera rien.
Alors, quand concluront-ils un accord? Je suis sûr que nous négocions déjà. Et vous savez quoi? Ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que pour Marc Rubio, c'est personnel. Et toute l'attention est portée sur l'hémisphère occidental. Je pense que c'est en grande partie grâce au secrétaire Rubio et au secrétaire Rubio. Quand ses parents ont fui Cuba, son père était barman, sa mère était femme de ménage. Et voilà Marc Rubio. C'est le rêve américain. Et l'idée qu'en tant que secrétaire d'État des États-Unis, il pourrait d'une manière ou d'une autre participer au changement à Cuba, ce serait quelque chose qui réaliserait le rêve de toute sa vie et de toute la communauté cubano-américaine. C'est déjà le 16e jour du soulèvement anti-islamique contre l'occupation, avec des Iraniens à nouveau dans les rues de nombreuses villes du pays. Le corps des gardiens de la révolution islamique poursuit bien sûr sa répression et l'État d'Israël est actuellement en état d'alerte renforcée. Les unités à travers tout Israël ont reçu l'ordre d'être en pleine alerte face à une éventuelle attaque imminente du corps des gardiens de la révolution islamique contre Israël. Nous attendons que le président Trump mène demain les négociations finales sur les actions militaires contre la République islamique. Mardi 13 janvier. Trump et Netanyahou prendront une décision sur la manière d'aider l'Iran à se débarrasser des islamistes militants, qu'ils vont certainement aider, mais il y aura, comme on nous l'a expliqué, 3 options, disons, petites, moyennes et très sérieuses. Les ayatollahs ont ordonné aux chiites vivant en Israël de manifester et de crier « Mort à Israël ». Vous comprenez, c'est une manifestation en Israël, ce sont des citoyens israéliens. Oui, des musulmans. Des chiites qui crient « Mort à Israël, mort à Netanyahou ». Et la police les protège. La police juive, bien sûr, la police israélienne les protège. Oui, le prochain, donc, au Moyen-Orient, à mon avis, il n'y a aucun, c'est-à-dire, c'est sûr, au Moyen-Orient, il n'y a vraiment aucun pays. Il n'y en a pas un seul. Je soupçonne qu'il y a très peu de pays dans le monde où l'on peut sortir et crier là-bas « Mort, mort aux dirigeants » ou autre chose du genre. Mais est-ce qu'on peut, dans les temples musulmans, crier « Mort au chat » ? Mahomet n'est pas un prophète, ou l'ayatollah est un tas de merde puant, ou quelque chose comme ça. Oui, je pense que même un mollah local ne peut pas crier, même à Poutine on ne peut pas crier, bon d'accord, mais cet enthousiasme pour cette marche. Cet ordre n'a pas suscité d'enthousiasme chez les chiites d'Israël. Mort à Israël, disent-ils, mort à Israël, mort à Israël, ils scandent que l'Amérique meurt, mort à l'Amérique. Eh bien, on n'a vraiment pas envie de marcher dans les rues et de crier, alors qu'en affaire, à ce moment-là, dans le magasin, oui, il n'y a personne dans la boutique. Ceux qui sont restés dans la boutique, bon, donc voilà comment ils crient. Mort à l'ayatollah, mort à la révolution islamique en Iran, aujourd'hui. Remarquez que les femmes ont enlevé leur tchador. Rire. Vous avez remarqué la différence, ce n'est même pas lié à l'âge. Dans les rues de Téhéran, tout le monde est en liesse. Tout ce quartier de Téhéran s'appelle Tamanir. Mais en réalité, la même chose se passe dans tout le pays. Voici par exemple des images d'une autre région. Rios. Lono de King. Ici, on crie déjà « Hurrah pour le chat, hurrah pour le fils de l'ancien chat Pahlavi ». Même les ignobles dirigeants européens qui ont collaboré pendant des décennies avec le régime de ces islamistes barbus contre la population, cela les arrangeait, les Européens rien. D'ailleurs, il y a aussi la coopération avec le Kremlin. Et même eux ont déjà compris que ça sentait le roussi. Et ils ne peuvent rien faire à cause de Trump, parce que cela signifie que Trump met tout à plat et ne restera pas diplomatiquement silencieux. Et maintenant, ils ne peuvent plus rien dire, parce qu'ils se feront immédiatement remettre à leur place. Alors, imaginez si le corps des gardiens de la révolution islamique est assez stupide pour vraiment mettre à exécution sa menace, dont il parlait. Nous allons porter une frappe préventive contre Israël, avant même que Trump ne nous attaque. Et qu'est-ce que cela va apporter? Oui, vous pourrez infliger de gros dégâts à Israël, qui est un petit pays. Bravo, je suis fier de toi.
Quel est le but si tu n'accomplis pas ta mission de toute façon? La mission, depuis 1975, était de détruire la nation juive. Et par nation juive, ils entendent tout le peuple juif. Vous n'y arriverez pas. Arrêtez d'essayer de détruire les juifs. Cela n'arrivera pas. Maintenant, tous les pays, les mondialistes occidentaux, tous suivent à la tendance. Je l'avais dit que cela arriverait, ils changent enfin tous leur position. Les Européens s'opposent enfin à la République islamique, ce qui est assez amusant. Je m'y attendais. Le Parlement européen a désormais interdit l'accès du bâtiment à tous les diplomates de la République islamique. Donc évidemment, ce n'est qu'un geste symbolique. Cela n'a aucune importance, n'est-ce pas? Mais ils imposent aussi de nouvelles sanctions récentes, ce qui paralyse complètement toute l'économie. Et déjà, parce que je vais expliquer ce qui se passe avec la monnaie. Littéralement 1 minute plus tard, les Européens ont réalisé que, il ne faudrait probablement pas rester à l'écart et se taire. Le président Trump mène ce mouvement international contre la République islamique. Les gardiens de la révolution devraient bientôt partir. Il vaudrait sans doute mieux que nous nous y joignions. Mais en même temps, les dirigeants européens ne sont pas stupides non plus, et je vais expliquer ce qu'ils ont fait ces dernières heures à Téhéran. Pourquoi j'aime Taoussi, c'est parce que, je pense, il dit des choses similaires. En fait, les dirigeants européens sont des imbéciles. Et ce sont aussi des fils de pute, d'accord? On a l'habitude que les politiciens soient des fils de pute, c'est presque normal, comment pourraient-ils ne pas l'être? Comment seraient-ils devenus politiciens sinon? Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'ils se sont révélés stupides. L'Europe s'est appauvrie. Où est Bismarck? Où est Talleyrand? Où est Machiavel? Finalement, une vraie chèvre à la tête de cette Commission européenne, quoi que cela veuille dire cette Commission européenne. Un chancelier allemand très intelligent. Comment a-t-il pu arriver à ce poste? Des fanfares? Un type, je dirais, efféminé au mauvais sens, au palais présidentiel de France. Un type comme Trudeau, un petit Trudeau, je ne sais même pas, qu'on plaint, dont la femme le gifle, le frappe sur les joues, et qui, en silence, va ensuite fumer un peu de hashish dans un coin. Un incapable britannique, la honte de l'Europe. Oh là là, on dit que ça pue par la tête. Non, ça ne pue pas, ça pourrit. Ça pourrit par la tête, et à mon avis, jusqu'à la queue, c'est déjà complètement pourri. D'ailleurs, malheureusement. Mais la Grèce a disparu à son époque, la basse, Éenne. Il y a 1000 ans, Rome a chuté et Babylone a disparu sans laisser de traces ni nouvelles. Et regardez quelle masse représentait l'empire égyptien, la culture assyrienne. Eh bien, il semble que l'Europe ait déjà dépassé non seulement son âge d'or, mais même simplement son âge de raison. Et tout cela a commencé avec l'Empire espagnol, qui a commencé à importer de l'or du Nouveau Monde et a cessé de travailler. Pourquoi travailler? Pourquoi se donner du mal? Puisque voilà, il y en a autant qu'on veut, on peut tout acheter, on en importe des tonnes, comme le pétrole pour les Russes. Et voilà que pour les musulmans, cela s'est avéré être une malédiction. Comme les aides de l'État, c'est une malédiction pour les couches de la société qui les reçoivent, pas pour celles à qui on les vole ou on les prend, mais pour celles qui les reçoivent. Et ce qui a achevé l'Europe, c'est qu'ils n'avaient même plus besoin de se défendre eux-mêmes, c'est cela qui les a détruits. En réalité, déjà habitués à la facilité, Les Américains ont fait une déclaration. Les représentants officiels déclarent maintenant que la planification des opérations militaires contre la République islamique a atteint un stade avancé pour les forces américaines au Moyen-Orient. Ils sont maintenant prêts pour toute mission, y compris une mission d'urgence, si nécessaire. Donc, je suppose que techniquement, cela inclut. Si la République islamique tente de faire des bêtises en lançant une attaque préventive contre Israël, je ne pense pas qu'ils le feront, parce que ce serait stupide, ils n'en ont pas la capacité. ils ont décidé d'ouvrir le feu. Les manifestants ont maintenant été officiellement informés des exécutions à venir de ceux qui protestaient depuis le premier jour contre la République islamique. Les autorités ont déclaré qu'après des procès accélérés, le premier groupe de manifestants serait exécuté dès mercredi matin. C'est-à-dire que dans 2 jours, des centaines et des centaines, voire des milliers, seront exécutés. Autrement dit, le régime a décidé de ne pas céder.
ayant compris que l'Europe n'acceptera ni eux ni leurs familles, et maintenant leur objectif est d'intimider le peuple pour que tout le monde se cache dans ses terriers et tremble de peur. Ni Israël ni les États-Unis ne le permettront, ils ne les laisseront pas agir. Je pense simplement que la Chine et la Russie sont stupéfaites par la rapidité et la diversité des événements en cours, et cela ne leur plaît vraiment, vraiment pas. Un autre leader mondial, Vladimir Poutine, suit de près la situation en Iran. Il a mené la guerre en Ukraine tout en se rapprochant du régime iranien. En échange de missiles, drones et munitions, Poutine sait qu'en cas de chute de Khamenei, ses armes et son influence au Moyen-Orient pourraient disparaître. Peut-être qu'au fond, une petite voix lui murmure qu'il existe une faible chance que les États-Unis s'intéressent à lui. Après tout, Nicolás Maduro du Venezuela est tombé. Les États-Unis semblent menacer le régime d'Ali Khamenei. Trump pourrait-il, encouragé par ses succès et un possible changement de régime en Iran, viser une cible plus grande? Personnellement, je ne pense pas que nous allons renverser Vladimir Poutine. Nous n'en avons pas besoin. Cela n'a aucun sens, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit là-bas. Et si nous avons un candidat pour le trône au Kremlin, alors il faut, comme on dit, le pousser en avant. Pourquoi secouer le bateau si on n'a pas la possibilité d'influencer les résultats? Après tout, Donald Trump est quelqu'un qui, semble-t-il, ne respecte que ceux qu'il considère comme forts. Et Vladimir Poutine n'a pas l'air du tout fort en ce moment. Et, selon une personne qui comprenait auparavant les actions militaires des États-Unis, Donald Trump observe peut-être Vladimir Poutine comme un homme qui perd lentement son pouvoir. Alexandre B. Gray est l'ex-adjoint du président et chef de cabinet du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche. Gray a une longue expérience auprès des présidents américains, notamment comme membre de l'équipe de transition présidentielle de 2016 au département d'État. Dans une interview le 5 janvier sur Times Radio dans The Trump Report, Gray estime que l'administration Trump ne verrait peut-être pas Poutine comme le voudrait le dirigeant russe. Gray estime que l'administration voit la Russie comme une puissance en déclin, soulignant que ses difficultés démographiques, économiques et militaires reposent sur Poutine. Gray affirme que l'administration Trump considère désormais peut-être la Russie de Poutine comme une menace suffisamment faible pour l'Europe, surtout après l'augmentation des dépenses de défense dans de nombreux pays de l'Union européenne. Gray pense ainsi que l'administration Trump pourrait profiter de la faiblesse de Poutine pour réduire son soutien militaire à l'Europe. Dans son article du 10 janvier, The New York Times a aussi analysé pourquoi le président Poutine est devenu soudainement silencieux. Lorsque l'administration Trump a arrêté Maduro, le président du Venezuela, le dirigeant russe n'a pas prononcé un mot après l'arrestation de Maduro, ce qui peut témoigner de sa grande prudence. Pour préserver ses relations avec l'Amérique, M. Poutine agit prudemment pour éviter d'irriter Washington et obtenir une issue favorable en Ukraine. Même si cela implique de se retirer d'autres régions où il aurait auparavant agi fermement, rapporte le journal. Peut-être que ce silence est un signal pour l'administration Trump indiquant que Poutine est suffisamment faible pour devenir une cible. Peut-être que Trump demandera encore à l'Ukraine de céder le Donbass la semaine prochaine. Avec l'administration américaine actuelle, c'est imprévisible. Il est intéressant de noter que la Russie ne réagit pratiquement pas aux pertes du Venezuela et apparemment à la perte de l'Iran. Bien sûr, elle qualifie les actions en Iran et au Venezuela d'illégales, mais elle ne précise pas quelle loi les États-Unis auraient violé. Ce n'est Benzia, si je prononce bien son nom, qui est assis là-bas. Et en plus, il semble qu'il n'était même pas ivre quand il a dit cela. Il a déclaré que les actions des États-Unis étaient du banditisme et un crime, mais personne n'a parlé d'aucune mesure de la Russie qui punirait cela, ou quoi que ce soit d'autre de ce genre. Poutine, en général, reste silencieux comme une carpe et sourit mystérieusement. Les États-Unis, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, démontrent une doctrine de prise de contrôle des États. Mais comment n'ont-ils pas honte tout de même, alors que la Russie, au contraire, eh bien cela me rappelle donc, dans le manuel de marxisme, sous le capitalisme, l'homme exploite l'homme, et sous le socialisme, c'est l'inverse. Oui, Sergueï Shoïgu a dit quelque chose là, il a répondu, c'est-à-dire, il a noté que Vladimir Poutine est resté silencieux. Mais je pense que lui et Medvedev avaient été déjà bien bu avant. Tout comme, d'après ce que je comprends, Shoïgu et Medvedev aiment la Belogolovka. Une bouteille qui, donc, se verse exactement dans 2 verres à facettes jusqu'en haut, oui, mesdames et messieurs, jusqu'en haut, parce que la cohésion et la force de la vodka russe sont telles qu'elle ne déborde pas du verre, eh bien, la vodka a peur de s'échapper, c'est évident.
Et il y avait aussi une certaine audace, je me souviens, dans les comités du Komsomol, c'était entre deux sujets lors des réunions. Verser, boire lentement, sans grignoter, et poursuivre l'ordre du jour. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu devenir un leader du Komsomol, parce que je n'arrivais pas à finir un verre à facettes jusqu'au bout. J'arrivais jusqu'à la moitié, parfois un tiers de la moitié, mais jamais plus. Donc en gros, il ne semble pas qu'ils aient mobilisé les Wagner ou d'autres, enfin des professionnels de ce genre, au Kremlin pour sauver Maduro et les ayatollahs. Et comme les Israéliens à Entebbe, il ne semble pas non plus qu'ils enverront des avions avec des commandos, que ce soit au Venezuela ou à Téhéran. Le frère aîné de Bibi Netanyahou, Yoni Netanyahou, est mort lors de l'opération Commando d'Entebbe. C'était d'ailleurs notre seule victime. Cette nuit-là, j'ai été réveillé en alerte, j'étais à l'armée à ce moment-là, je suis artilleur, nous avons découvert les canons et on nous a déployés le long du canal de Suez. Donc, en montrant à Alexandrie, qui s'est réveillé tôt le matin, qu'il ne fallait surtout pas intercepter notre avion de transport qui ramenait les otages chez nous en traversant leur espace aérien, juste au cas où. Poutine, en effet, a dit, je cite, « Nous protégerons Maduro et Haïtol à tout prix. En gros, là-bas, nous ne reculerons devant aucun coup. » Mais juste après sa déclaration, il est allé grignoter en compagnie de jeunes femmes des bains du Kremlin et de ses copains de la coopérative Ozero. Ça, je ne l'ai pas lu quelque part, je l'ai inventé moi-même, donc ça peut être une calomnie ou un mensonge. Les filles pourraient m'en venir d'Ozero et les copains des bains. C'est ainsi qu'on a appelé ça au Kremlin, c'est-à-dire garder pour soi le droit de manœuvrer. Mais qui sait ? Est-ce le même Poutine qu'en 1991 à l'époque à Saint-Pétersbourg que je connaissais, ou bien quelqu'un de complètement différent, ou peut-être même un troisième ? Qui peut les connaître ? Bon, mesdames et messieurs, terminons sur ce sujet amusant et divertissant. Et je suis sûr que les événements à venir nous donneront l'occasion d'en reparler. Mais je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous nous disons au revoir.